Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'ARAF pour nous permettre, à Yannick et moi-même et à mes collègues, de présenter nos travaux. Yannick s'excuse de ne pouvoir être ici, mais visiblement, il avait des incitations plus fortes de la part de son institution que de l'ARAF pour pouvoir être ici aujourd'hui. On voit bien le pouvoir des incitations. Et l'objectif des travaux que nous avions menés était de voir si les méthodes de régulation, les outils de régulation qui étaient implémentés dépendaient des régulateurs qu'on considérait, et notamment des caractéristiques des régulateurs qu'on considérait. Je vais passer très vite sur cette slide puisqu'on en a largement parlé des différentes méthodes de régulation. On a considéré principalement ces 5 méthodes que sont le cost plus, le price cap, la régulation sur la qualité de service, les menus de régulation et le benchmarking. Ces méthodes pouvant être combinées en mettant même dans un même mécanisme un petit peu de cost plus, un petit peu de price cap, en faisant du menu de contrat avec que du price cap ou avec que de la qualité de service, etc., etc. Et pour ce qui est de la négociation avec les utilisateurs, de notre point de vue, ça fait davantage partie du cadre général de la régulation. Donc c'est une surcouche qui vient se rajouter à ces différents mécanismes. Et ce que nous enseigne la théorie, c'est que ces mécanismes de régulation ont un pouvoir incitatif d'autant plus fort qu'on va du cost plus vers le benchmarking. Au passage, ça a déjà été mentionné, ça induit également davantage de risques aussi bien pour le régulateur que pour l'entreprise d'induire des surprofits, mais également d'induire des pertes et avec des conséquences qui peuvent être importantes également en termes de gestion du réseau. Donc la théorie nous dit tout de même qu'il faut utiliser les menus de régulation et la concurrence par comparaison, le benchmarking, pour toutes les activités des gestionnaires de réseau. Donc là, notre papier, nous, s'était focalisé sur les gestionnaires de réseau de transport d'électricité, mais de notre point de vue, c'est un cadre d'analyse qui peut s'étendre à l'ensemble des industries, notamment à l'industrie des réseaux ferrés. La fin de ma présentation, il y a une illustration. J'ai pris le risque d'aller vers les réseaux ferrés, même si ce n'est pas une industrie que je maîtrise, mais ça vous permettra de voir comment ce cadre peut être appliqué en pratique. Donc, quand on regarde dans la pratique des gestionnaires de réseau électriques en Europe, si on prend le cas de la France, on s'aperçoit que finalement, le cost plus est plutôt beaucoup appliqué sur la R&D, les investissements, les congestions, et que le price cap s'applique surtout sur les coûts de maintenance ou sur les coûts d'exploitation, et qu'il y a également un mécanisme incitatif sur la qualité de service. Et même quand on regarde la Grande-Bretagne, qui est clairement, en termes de régulation, que ce soit dans l'électricité, dans les secteurs ferroviaires, un secteur pionnier en termes d'application des mécanismes de régulation. On s'aperçoit que les menus sont appliqués, mais pas sur tous les types de coûts, même dans la nouvelle régulation qui a été mise en place à partir de 2013, si je ne me trompe. Et donc, finalement, même le benchmarking est relativement peu appliqué dans l'ensemble de ces régulations et souvent appliqué avec beaucoup de prudence de la part des régulateurs. Ça a été mentionné, ce n'est pas toujours le cas. On le voit par exemple aux Pays-Bas où le benchmarking a été décidé que ce soit appliqué de façon brutale, y compris sur la base d'actifs régulés, ce qui signifie qu'on demande des gains d'efficacité sur des investissements passés aussi. Sur des coûts échus, ça me semble un petit peu risqué. Mais bon. Donc, ce qu'on souhaite défendre, on a 2 points qu'on souhaite mettre en avant dans ce papier. Le premier point qui est finalement, dans les modèles de régulation, on suppose que le régulateur a des pouvoirs très conséquents en termes de collecte d'informations, en termes de compétences, en termes de méthodologie de calcul, en termes de pouvoirs, vraiment des pouvoirs conséquents. Et on va le voir, ce n'est pas vraiment ce qu'on voit dans la réalité. Et par ailleurs, on voit que dans en théorie, on suppose que l'entreprise régulée peut être régulée sur la totalité de ses coûts, avec un seul outil.
Quand on regarde dans la pratique, ce n'est pas du tout ce qu'on voit. On voit qu'il y a un ensemble d'outils qui est régulé pour différents types de coûts. Et donc ça nous amène à une deuxième question. Comment on choisit le bon outil en fonction du type de coût qu'on regarde? Et donc finalement, il y a une question d'alignement qui va devoir se faire entre les outils de régulation, une caractérisation de l'aptitude du régulateur et les coûts qu'on souhaite cibler, les tâches de l'entreprise régulée qu'on va souhaiter cibler. Donc de ce point de vue-là, la théorie économique, plutôt théorique, plutôt modélisée, ne nous donne pas d'outils, ni pour déterminer le type de coût à considérer pour quel outil ou les capacités du régulateur qui doivent être nécessaires à la mise en place des différents outils. Et donc nous, ce qu'on va proposer, c'est un cadre pour répondre à ces deux questions. Bon, ça, je l'ai déjà mentionné, je vais passer assez rapidement dessus. Donc, quand on regarde ce que nous enseigne la littérature économique, finalement, il y a un présupposé qui est le régulateur, en gros, est capable de réguler et est capable d'appliquer l'outil de régulation qu'on souhaite étudier. Ce qui est une hypothèse implicite extrêmement forte. Et vous allez le voir, ce n'est pas du tout le cas dans la réalité, puisque dans la réalité, vous avez des dotations qui sont fournies aux régulateurs par le pouvoir politique, par le pouvoir législatif. On dit au régulateur, vous avez tel budget, vous avez tel staff, un certain nombre de personnes, vous avez tel pouvoir, vous avez telle compétence, et vous n'avez pas le droit d'aller au-delà. Si vous allez au-delà, les acteurs, soit vous allez être contraints, parce que vous avez votre contrainte de budget, votre contrainte de staff, ou alors si vous allez au-delà de vos pouvoirs, vous allez vous retrouver devant le juge qui va casser votre décision. Et c'est ce qu'on retrouve donc, quand on regarde un peu les compétences des régulateurs en Europe. Donc, je suis désolé, il n'y a pas d'informations plus récentes sur les compétences des régulateurs en Europe. Il y avait une très bonne base de données qui existait précédemment, mais que je n'ai pas retrouvée malheureusement. J'aurais souhaité mettre cette carte à jour. Donc là, ce qu'on voit, c'est que finalement en Europe, là, c'était un travail qui avait été fait où on évaluait les compétences des régulateurs sur 5 caractéristiques. Est-ce que la régulation est ex ante ou ex post? Est-ce que le régulateur est indépendant du gouvernement? Est-ce que le régulateur fixe le tarif d'accès au réseau? Est-ce qu'il est capable de résoudre les conflits? Enfin, est-ce qu'on lui donne la possibilité de résoudre les conflits? Et est-ce qu'on lui donne la possibilité d'acquérir de l'information? Et avec ça, on donne une note globalement. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même des régulateurs qui, au fil du temps, sont tirés vers le haut et ont des notes autour de 4-5. Mais ces travaux-là, on a commencé à les faire. Moi, c'est une carte que j'utilise depuis assez longtemps. Pendant un certain temps, il n'y avait pas de régulateur en Allemagne. Donc la note, elle était assez vite mise. Donc c'est quand même un panorama qui évolue dans le temps. Et on voit que les compétences d'un certain nombre de pays sont limitées, notamment puisque vous avez un certain nombre de régulateurs où le pouvoir politique interfère assez régulièrement. L'Espagne est assez connue pour ça, la Grèce également, et un certain nombre d'autres pays. Et quand on regarde également finalement les dotations budgétaires, les dotations en termes de staff, donc Madame Georges le rappelait précédemment, là ce qu'on voit c'est que par exemple on a des pays qui sont très bien dotés, donc plus vous avez plus vous êtes dans le bleu foncé et plus vous avez un budget important et plus vous avez des ronds, de gros ronds et plus vous avez un staff important. Alors là on a essayé de faire une sorte de scaling en ramenant ça à la taille de la consommation intérieure. On sait que c'est imparfait mais ça donnait une petite idée. On a essayé aussi de tenir compte de la parité de pouvoir d'achat. Très vraisemblablement c'est perfectible mais ce qu'on voit c'est qu'il y a quand même des grosses différences. Il y a des régulateurs qui sont très bien dotés et il y a des régulateurs qui sont extrêmement mal dotés. Est-ce qu'ils limitent leur capacité d'action? Dans le même temps, on a aussi des régulateurs qui ont réussi d'une certaine façon très astucieusement à dépasser ces limites-là. Soit ils apprennent de leurs propres expériences, et ça le problème c'est que c'est long, les périodes de régulation se font tous les 3, 4, 5 ans. Donc quand vous mettez en place un mécanisme qui ne fonctionne pas très bien, ou alors quand vous souhaitez récupérer de l'information pour, à l'avenir, mettre en place un mécanisme, il va falloir que vous mettiez en place
votre système de collecte d'indicateurs à un moment donné, mais vous ne l'appliquerez que 3, 4, 5 ans plus tard. C'est ce que mentionnait Madame Georges précédemment. Et les régulateurs aussi, de plus en plus, ont des plateformes de discussion, ce qui leur permet d'échanger leur expérience. Et là, pour le coup, les compétences des régulateurs s'accroissent assez rapidement parce qu'ils échangent leurs expériences. Donc finalement, ils peuvent, chacun dans leur coin, traiter leurs propres problèmes, mais ils peuvent partager leurs problèmes et partager les solutions également. Solutions pour résoudre les problèmes d'asymétrie d'information et également pour voir comment il est possible d'adapter les outils de régulation à l'incertitude et au risque. Bien sûr, je le mentionnais précédemment, la part des utilisateurs dans les discussions est également importante. Le régulateur a toujours une place assez à part puisqu'il participe au fonctionnement de l'industrie, puisque c'est lui qui va déterminer les règles qui vont s'appliquer au monopole, mais dans le même temps, il est totalement extérieur à l'industrie. Alors, effectivement, il y a des gens qui sortent, qui rentrent et qui connaissent plus ou moins l'industrie, mais ceux, à un moment donné, qui connaissent l'industrie, c'est les utilisateurs. Donc, il est important, de ce point de vue-là, d'impliquer les utilisateurs, parce que c'est non seulement eux qui vont bénéficier du service, mais potentiellement, c'est eux aussi qui vont avoir une alternative face à ce que va leur proposer le monopole. Donc, à un moment donné, il peut y avoir un monopole, mais il se peut très bien que ce monopole se retrouve dans une situation où finalement il est en concurrence avec des services alternatifs, soit que les utilisateurs peuvent lui fournir, soit qui vont venir de l'extérieur de l'industrie. Donc ça, de mon point de vue, c'est quelque chose qui doit participer de l'activité et de la construction des outils de régulation. Donc finalement, quand on reclasse nos outils de régulation, par rapport à l'aptitude des régulateurs, par rapport à la dotation qui va être donnée aux régulateurs en termes de pouvoir, en termes cognitifs, en termes de moyens de calcul, on s'aperçoit que on va commencer du cost+. Le cost+, tous les régulateurs sont capables de l'appliquer. Ensuite, il faut être capable de déterminer un facteur d'efficacité. Ensuite, il faut être capable de mettre en place une régulation de qualité de service, mais il faut savoir jusqu'à quel niveau de qualité de service on veut arriver. Il faut donner une valeur à la qualité de valeur cible qu'on souhaite avoir. Et ensuite, pour les menus de régulation et pour le benchmarking, là, on a besoin de beaucoup plus d'informations. Il y a une prise de risque qui est beaucoup plus importante également, puisqu'il va falloir développer, dans le cas du menu, de multiples contrats de régulation. Et dans le cas du benchmarking, il faut arriver à intégrer l'ensemble des variables qui vont être pertinentes en termes de comparaison des différents gestionnaires de réseau. Et c'est quelque chose qui est compliqué. On comprend quand on entend que pour faire un benchmarking à l'échelle européenne des gestionnaires de réseau de transport d'électricité, on atteint tout de même le demi-milliard d'euros. Donc, par ailleurs, je l'ai mentionné précédemment, généralement dans la théorie, on suppose que les coûts sont régulés dans leur ensemble. Et quand on regarde ce que fait un gestionnaire de réseau, finalement, il a des activités qui sont très variées et qui ont des caractéristiques en termes de coûts, en termes de risques, qui sont très très variables. Soit vous allez faire de l'exploitation du système où, en gros, alors oubliez ce qui est mentionné ici, mais pensez plus dans le secteur ferroviaire. L'exploitation du système, ça va être gérer l'écoulement du flux de train tous les jours, gérer les retards, les pannes matérielles et s'assurer que finalement les trains puissent passer sur le réseau ou à un moment un rail qui casse, il faut faire passer les trains sur une autre voie, etc. Donc ça, c'est ce que va faire votre gestionnaire d'infrastructure au jour le jour. La maintenance, justement, il va éviter que les rails ne cassent. Quand il voit qu'un rail arrive un peu en bout de course, il va le changer, etc. Va y avoir également de la relation clientèle. Là, davantage avec les opérateurs qui font rouler les trains. Et également développer les nouvelles infrastructures. Là, dans le cadre du système électrique, il y a également une problématique de connexion, connecter les nouveaux producteurs, les nouveaux consommateurs. Et par ailleurs, ces tâches ne sont pas figées dans le temps. Dans le secteur électrique, Madame Georges le mentionnait précédemment, on est dans une période où il y a des gros changements techniques et il y a des gros changements organisationnels. D'un côté, on a une pression très forte sur les problématiques de sécurité d'approvisionnement, alors que précédemment, c'était pas trop un problème. Alors davantage dans le gaz, on le voit assez bien avec
avec les problématiques actuelles. Ce qui est génial dans le gaz, c'est que quelle que soit la période où on fait cette présentation, il y a toujours un problème en Ukraine, donc finalement ça ne change pas trop. La politique climatique, même si on voit que la politique climatique, là actuellement, il y a un léger flottement, on ne sait pas trop quelle forme elle va prendre, et surtout si on aura toujours ce soutien vers les énergies renouvelables qui modifie considérablement le fonctionnement, qui impacte l'ensemble des tâches qu'on a vues précédemment, et également des tâches qui peuvent être changées dans leur scope, là avec une européanisation des marchés, qui conduit les gestionnaires de réseau à se coordonner beaucoup plus. Et une période où la R&D repart dans ce secteur-là, où finalement le fonctionnement des systèmes électriques pendant un siècle n'a fondamentalement pas beaucoup évolué en termes de techniques de production, en termes de techniques pour faire transiter l'énergie. Mais on voit que, on va dire, depuis une vingtaine d'années, on a des nouvelles techniques qui se développent et qui vont se développer de plus en plus. Ce qui veut dire, encore une fois, que ça va impacter l'ensemble de ces différentes tâches. Donc finalement, on a différentes tâches, on a toujours nos différents outils. Maintenant, il va falloir arriver à faire un matching entre nos outils et nos tâches. Et pour faire ce matching, on va s'appuyer sur 3 caractéristiques. On a caractérisé ces tâches avec 3 caractéristiques. La première qui est la contrôlabilité, la seconde qui est la prévisibilité et la troisième qui est l'observabilité. Et je vais illustrer ces caractéristiques maintenant. Donc la contrôlabilité, c'est se poser la question, est-ce que le gestionnaire de réseau, pour un coût, alors plus pour un coût pour une tâche, mais est-ce que le gestionnaire de réseau est capable de maîtriser un coût? L'exemple des taxes que mentionnait Mme Georges tout à l'heure, pour moi, c'est du pain béni. A priori, les taxes, ça devrait être pass-through. Alors là c'est un bon exemple où, visiblement, il y avait une information cachée qui est apparue. Et le gestionnaire de réseau n'avait aucune raison de bénéficier d'une certaine façon d'un surprofit lié à une information concernant les taxes. Donc généralement, les taxes, ça doit être du pass-through. Ou alors, un autre exemple qui s'applique en Grande-Bretagne, je pense qu'il s'applique également en France, c'est les pensions de retraite, où là, pour le coup, le régulé n'a pas vraiment de moyens d'action sur les pensions de retraite, et donc les pensions de retraite sont en pass-through dans son budget. Donc là, dans ce cas-là, le coût n'est pas contrôlable. Ce serait idiot de lui imposer une régulation incitative sur ce coût-là, où je reprends l'exemple de la base d'actifs régulés aux Pays-Bas. Il semble assez étonnant quand même d'imposer une régulation sur des coûts échus sur lesquels le gestionnaire de réseau n'a plus aucun moyen d'action. Alors ensuite, la prévisibilité. Donc là, c'est si vous avez si vous avez du mal à internaliser, le mot est mal choisi. Si vous avez du mal à intégrer l'impact des phénomènes extérieurs sur les coûts, vous allez avoir du mal à distinguer l'impact des efforts du gestionnaire de réseau sur les coûts. Donc, si vous avez beaucoup d'incertitudes autour de ce que fait le gestionnaire de réseau, vous allez avoir du mal à distinguer l'impact de ces efforts. Donc, ça s'illustre de la façon suivante. Quand vous êtes dans une situation où vous avez beaucoup d'incertitudes, je ne vois pas le point, donc bon, on va faire ça. Quand vous avez beaucoup d'incertitudes, donc sur la partie gauche, là c'est une représentation qui est liée au coût de congestion sur le réseau électrique. Donc, quand vous voulez faire passer beaucoup d'énergie sur un câble qui finalement peut pas faire passer sur lequel on ne peut pas faire passer cette énergie, vous allez demander à des producteurs de baisser la production et à des producteurs à un coût plus élevé d'augmenter leur production. Donc finalement, la gestion de la congestion va générer un surcoût, mais cette gestion de congestion peut résulter d'un nombre de facteurs très très grand. Ça peut résulter notamment quand vous êtes sur un réseau interconnecté de plein de choses, de ce qui se passe hors de votre réseau sur lequel vous n'avez pas du tout de moyens d'action. Et donc dans ce cas-là, vous avez beaucoup d'incertitudes sur votre coût de congestion. Donc vous avez finalement une courbe en cloche qui est très étalée. Et l'effet de l'effort du gestionnaire de réseau là, qui est représenté par la flèche rouge, vous allez avoir du mal à le distinguer parce que vous allez vraiment être sur le haut de la courbe et vous ne voyez pas trop si vous allez impacter, si le gestionnaire de réseau a vraiment impacté le coût de congestion
ou si c'est uniquement un effet des facteurs externes. Par contre, quand on est dans l'autre situation, si vous arrivez assez bien à filtrer l'effet des variables externes sur votre coût de congestion, là, vous allez arriver à distinguer l'effet de l'effort de votre gestionnaire de réseau sur ses coûts. Et donc, dans ce cas-là, ça va être utile de mettre en place un mécanisme de gestion, un mécanisme de régulation incitative, puisque dans ce cas-là, vous allez bien pouvoir rémunérer l'effort de l'entreprise régulée. Voilà, donc quand vous allez avoir... alors après, vous pouvez toujours choisir de mettre en place un mécanisme de régulation incitative, même lorsque vous avez une faible prédictibilité, mais dans ce cas-là, vous induisez énormément de risques. Donc, par contre, quand vous allez avoir une prévisibilité qui va être plus importante, vous avez moins de risques qui va résulter du mécanisme. Alors, la dernière caractéristique, et j'étais je trouvais que la remarque de Madame Jorde sur ce point-là était très pertinente. Pour mettre en place un mécanisme de régulation, il faut déjà connaître un indicateur. Il faut déjà mettre en place un indicateur. Et donc, finalement, la question de l'observabilité, c'est de mettre en place un indicateur. Si vous voulez si vous voulez inciter sur la qualité de service, il faut que vous ayez un indicateur sur la qualité de service. Bon, une histoire qui m'a toujours énormément frappé. Au début de la libéralisation du secteur électrique, on ne connaissait pas les pertes sur le réseau électrique. Parce que les pertes étaient intégrées dans la consommation totale, qui, elle, était intégrée dans la facture totale. De toute façon, c'était payé. À la libéralisation, vous avez deux entreprises qui se séparent. Vous avez la partie production chez EDF, la partie réseau qui part chez RTE. Et au moment où RTE se construit, il faut évaluer les pertes. Première évaluation des pertes. De mémoire, je ne sais plus, c'est 4 ou 6 TWh. Résultat des courses, on est plutôt autour de 12. Donc, on voit quand même qu'il y a des indicateurs qui sont utiles, qui sont nécessaires pour mesurer ce genre d'éléments. Donc, il se trouve que par ailleurs, les pertes ont des caractéristiques qui font qu'on ne peut pas appliquer. Il n'est pas très judicieux en France d'appliquer une régulation incitative, mais on voit bien que la question de l'observabilité est importante, qu'elle prend du temps, que ça demande des process à mettre en place chez le régulateur et chez l'entreprise régulée. Donc c'est également coûteux à mettre en place. Et donc cette question de l'observabilité va se décliner en fonction des différents types de mécanismes incitatifs. Pour faire du cost plus, vous avez besoin de regarder que les factures, donc l'observabilité des gains d'efficacité, ça ne va pas vous intéresser. Enfin, vous n'en avez pas besoin. Par contre, quand vous allez mettre en place du price cap, une régulation de la qualité de service, un menu, yardstick competition, là, vous allez avoir besoin d'une base d'information qui va être de plus en plus importante pour mettre en place ces mécanismes. Donc finalement, on arrive à un arbre de décision qui a à peu près cette forme-là, où finalement, quand le gestionnaire de réseau n'est pas capable de contrôler ses coûts, ou finalement on n'a pas suffisamment de prévisibilité sur ses coûts ou sur la qualité de service, ou alors si au départ vous n'avez pas d'informations, d'indicateurs qui sont mis en place, c'est assez simple, vous mettez en place une régulation cost plus. Par contre, quand vous allez avoir davantage d'informations et la bonne information, vous allez pouvoir mettre en place le bon mécanisme pour choisir votre outil de régulation. Encore une fois, là c'est une vue théorique. En pratique, c'est des outils qui vont être combinés. Et bien évidemment, il faut tenir compte des capacités du régulateur. Alors maintenant, je vous propose d'illustrer ça assez brièvement dans le cas du ferroviaire. Donc là, vraisemblablement, c'est très... dans notre papier, on fait ça pour le secteur électrique. Mais là, je vous propose de le faire dans le secteur ferroviaire en prenant quelques risques, mais ça vous donnera, je pense que ça vous permettra de réagir plus facilement. Donc par exemple, sur la maintenance, la maintenance, c'est une activité qui est très régulière. C'est une activité qui est très régulière où il n'y a pas... finalement, il y a assez peu d'incertitudes. C'est très souvent lié à la base d'actifs régulés, puisque plus vous allez avoir d'actifs, plus vous allez avoir d'actifs à maintenir. Même si la relation n'est pas univoque entre les deux, puisque vous allez avoir, si la relation, en fonction du temps, plus vous allez avoir des actifs âgés, plus vous allez avoir des coûts de maintenance importants à faire.
Donc là, le mécanisme que vous allez devoir ou pouvoir choisir, bon, le cost plus, c'est pas très judicieux dans le cas de la maintenance, et ensuite, ça va dépendre de l'information dont vous disposez pour mettre en place ce mécanisme. Si on pense à une incitation sur la ponctualité ou sur les retards, là finalement le mécanisme qui va être intéressant à mettre en place, ça va être un mécanisme qui va dépendre de l'information que vous avez sur la relation entre les retards et un certain nombre de variables externes. Notamment, ce qu'on peut penser, c'est que vous allez avoir plus de retard quand votre trafic est dense. Donc il faut extraire l'impact de la variable trafic sur la ponctualité pour donner une incitation pertinente à l'opérateur du réseau. Si vous laissez la densité dedans, c'est une façon assez simple pour lui de gérer cette problématique du retard, c'est d'avoir un trafic qui est moins dense. Mais dans ce cas-là, vous allez dégrader la qualité de service. Et dernier exemple, bon là je sais qu'il est sûrement qui relève de la science-fiction, mais qui montre que ce cadre peut se développer assez largement, qui est que finalement, même quand on est sur de la R&D, au départ, certes, on peut aller sur des mécanismes qui sont plutôt en cost plus, parce que finalement, la R&D, si vous êtes dans une situation de price cap, il y a plein d'exemples qui montrent que quand vous êtes en price cap, une façon assez simple d'atteindre le price cap en R&D, c'est d'arrêter la R&D. Donc, si vous voulez préserver la R&D, au départ, il faut mettre en place du cost plus. Et ensuite, au fur et à mesure que l'industrie se développe et que que la technologie devient de plus en plus mature et se déploie, dans ce cas-là, vous allez pouvoir descendre en termes de mécanismes et augmenter en termes de pouvoir incitatif. Donc, pour conclure très brièvement, on l'a vu, on a des régulateurs finalement qui ne sont pas aussi omnipotents que l'aimerait la théorie, c'est bien dommage. Et quand on voit les succès de la régulation, finalement, c'est des situations où le régulateur avait suffisamment de pouvoir, suffisamment de compétences, suffisamment de budget pour arriver à être suffisamment proche du régulateur théorique. Par ailleurs, il faut tenir compte du fait qu'il y a différents types de coûts avec différentes caractéristiques en termes d'observabilité, en termes de prévisibilité et en termes de contrôlabilité, et que finalement le choix pour le régulateur de mettre en place ces mécanismes va dépendre des caractéristiques de coût, mais aussi de ses propres capacités. Merci bien.